Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire partenaire des Assises des paiements. Le sujet est trésorerie maîtrisée, délai de paiement respecté, les deux bases de la reprise économique. Ce webinaire est fait en partenariat avec American Express et BNP Factor. Nous commencerons une première partie en accueillant le médiateur des entreprises, Pierre Pelouzet. Bonjour Pierre. Thierry Millon, directeur des études d'Altares. Et nous passerons ensuite à un débat avec Laurent Playez, directeur B2B France chez American Express, et Éric Turbo, directeur général délégué au commerce chez BNP Paribas Factor. Alors, mon cher Pierre, on va commencer par vous. Est-ce que vous pouvez rappeler la mission de la médiation du crédit et surtout nous dire votre action pendant ces derniers mois? Bonjour Jérôme, alors si tu m'appelles médiation du crédit, je ne vais pas pouvoir le faire. Mais pardon, médiation des entreprises, ça commence très bien, merci. Alors, avec tout le respect que j'ai pour mon ami Frédéric Wisniewski, qui fait un excellent job comme médiateur du crédit, oui. Je pourrais en dire un tout petit mot d'ailleurs, parce que ça vaut le coup de rappeler que Frédéric est là avec ses équipes pour tous les sujets entre entreprises et banques. Le rôle du médiateur des entreprises, c'est d'essayer de résoudre les sujets entre entreprises entre elles, ou entre entreprises et acteurs publics, notamment sur les marchés publics. Donc, nous sommes saisis très majoritairement par des petites structures, des artisans, des TPE, des PME, des entreprises unipersonnelles qui vont nous appeler en nous disant, voilà, j'ai un retard de paiement, sujet du jour, mais aussi une rupture de contrat, on m'a pris ma propriété intellectuelle, pas mal de sujets aussi, on le verra depuis la crise sur les baux commerciaux. Donc voilà, tout un tas de sujets de relations entre entreprises, que ce soit client-fournisseur, fournisseur-client, locataire-bailleur ou acteurs publics et fournisseurs, sur lesquels nous essayons d'amener un service public de médiation, c'est-à-dire tout simplement restaurer un dialogue équilibré, intelligent, ou plutôt que de se disputer, de se fâcher ou d'être dans le déni ou dans le rapport de force, on se retrouve à essayer autour de la table ou du téléphone, ce qui a été beaucoup plus le cas ces derniers mois, bien entendu, de trouver une solution ensemble. Peut-être quelques... Oui, oui, je t'en prie, Pierre. Peut-être quelques chiffres pour montrer l'historique, oui. Ce qui rendra encore peut-être plus parlant l'actualité. Vous voyez, la médiation des entreprises a été créée à l'issue ou pendant d'ailleurs la crise précédente, en 2010. Historiquement, 2008, la crise. 2009, on crée la médiation du crédit que tu as mentionné tout à l'heure, Jérôme. Et puis, on se rend compte que, effectivement, au-delà des sujets entre entreprises et banques, il y a pas mal de sujets entre entreprises entre elles. Et en 2010, on crée ce qui s'appelait à l'époque la médiation de la sous-traitance industrielle, puisqu'elle n'était consacrée qu'à l'industrie, et qu'on a ouvert petit à petit, puisque en 2012, moi, quand j'ai repris ce job, on a ouvert la médiation des entreprises, c'est-à-dire qu'on a ouvert à tous les sujets entre entreprises ou entre entreprises et acteurs publics. Et vous voyez qu'année après année, cette médiation a pris de plus en plus d'ampleur, a commencé à être de plus en plus connue par les chefs d'entreprise. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que, on va le voir quand je vais passer sur le slide d'après, le fait d'avoir été créé dans la crise précédente nous a donné un rôle extrêmement important, je pense, dans la crise actuelle. Vous voyez, je ne vais pas commenter tous ces transparents, mais qu'on est saisi de manière générale par tous les secteurs de l'économie, envers tous les autres secteurs de l'économie, et avec une majorité de petites entreprises, comme je le disais, qui ont des difficultés avec des plus grandes. Tout ça, c'était avant. Tout ça, c'était jusqu'à la fin de l'année dernière, j'allais même dire jusqu'au mois de février de cette année. Et puis est arrivée la crise. Et là, le graphique que vous avez, on n'est plus au mois le mois, on est à la semaine. Ça vous donne une idée de l'ampleur du tsunami. On en a parlé déjà entre nous sur ce média, du tsunami que nous avons affronté vous voyez, c'est le numéro de semaine. En gros, la dernière semaine où c'est en bas, c'est la deuxième semaine de mars. Et vous voyez ce qui se passe à partir de la troisième. Un tsunami de saisines, de sollicitations qui nous sont arrivées, avec un pic sur mars, avril, mai,
une redescente en douceur sur juin et une stabilisation sur juillet, voire même sur août, où vous pouvez le voir, hein, le mois d'août, c'est-à-dire les dernières barres, c'est encore 2 fois le mois de janvier, ce qui est complètement inédit. Hein. Le mois d'août, en général, c'est extrêmement creux. Et là, on a fait 2 fois plus on a été sollicité 2 fois plus au mois d'août qu'on l'avait été au mois de janvier. Typologie de saisine, autant avant, on était sur 25-30% sur les retards de paiement, autant là, on est à 50%. Donc le sujet majeur, et c'est justement l'occasion d'en parler aujourd'hui, le sujet majeur pour lequel on a été saisi, c'est le problème de paiement. Deuxième sujet, je reviendrai sur le paiement bien entendu, les ruptures brutales de contrat. On a connu surtout en début de crise, mais pendant toute la durée de la crise, enfin et encore jusqu'à aujourd'hui, des ruptures brutales, c'est-à-dire des entreprises, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, hein, qui ont interrompu leur contrat de manière extrêmement brutale avec leurs fournisseurs. On pense en premier lieu à l'événementiel, bien entendu. Tout ce qui était autour de l'événementiel ou du voyage est interrompu immédiatement, mais de manière, encore une fois, très violente. Ça n'a pas été OK, on doit s'arrêter, mais déjà, je vais vous payer tout ce que vous avez fait, et puis peut-être vous donner une avance pour tenir jusqu'au moment où on pourra réaliser cet événement. Ça a été, j'arrête tout et je vous dois rien. Force majeure. Donc voilà, on a eu des cas très violents. On a eu des cas aussi de pénalités de retard complètement injustifiées, puisqu'on a été au début quand les entreprises n'arrivaient même plus à se fournir, et donc leur mettre des pénalités de retard était aberrant. Donc voilà, tout un tas de sujets entre entreprises et entre clients et fournisseurs aussi, puisqu'on a eu aussi des fournisseurs qui réclamaient des ventes, par exemple au commerce, qui réclamaient des paiements au commerce qui étaient fermés, donc ils ne pouvaient pas vendre la marchandise. Tout ça, ça a été le deuxième paquet de saisines que nous avons reçu. Et puis, dernier paquet, je le redis parce que c'est important peut-être pour les gens qui nous écoutent, tout ce qui tourne autour des baux commerciaux, tous ces commerces notamment, mais aussi ces entreprises, mais aussi ces acteurs libéraux qui ne peuvent plus ou qui ont du mal à payer leur loyer, soit parce qu'ils ont été fermés, soit parce que la reprise ne les touche pas encore et qui doivent négocier, discuter avec leurs bailleurs, qui sont plus ou moins réceptifs, et j'allais dire dans l'autre sens aussi des bailleurs, surtout des petits bailleurs, qui voient des commerçants ne plus leur payer de loyer et qui sont en difficulté. Donc voilà, ça c'est le troisième paquet qui nous a concernés. Pour revenir au délai de paiement, parce que c'est le sujet du jour, donc afflux massif de médiation sur ce sujet, pour 2 raisons particulières. La première, c'est qu'il y a des entreprises qui ont juste arrêté de payer au début de la crise. Alors bien sûr, télétravail, etc., mais ça c'est valable probablement 1 ou 2 semaines, mais qui ont quand même continué ensuite à arrêter de payer ou à décaler très fortement les paiements. Donc du coup, afflux massif de demandes sur ces sujets d'entreprises, notamment des grandes, qui avaient bloqué tous les paiements. Deuxième effet aussi, quand on voit d'un coup les carnets de commandes qui s'écroulent et l'avenir complètement incertain, et qu'on est un chef d'entreprise, on se met à fouiller tous les fonds de tiroir et regarder si toutes ces factures dont on avait dit c'est pas grave, elles finiront par être payées, ne deviennent pas un enjeu majeur. Et donc on a vu arriver aussi beaucoup d'entreprises nous disant OK, j'avais ces factures en retard depuis quelque temps, c'était pas trop grave jusque-là, mais là ça devient dramatique, donc il faut les payer. Je veux dire, c'est pas mal aussi qu'il y ait une prise de conscience de l'importance de la trésorerie. Je suis sûr que Thierry Millon dira la même chose tout à l'heure, de la part de ces petites entreprises, et donc cet afflux massif de demandes aussi concernant des factures un peu plus anciennes. Donc voilà, tout ça pour dire afflux massif sur les délais de paiement qui s'est ralenti un peu ces derniers temps, aussi parce que l'activité s'est ralentie, donc malheureusement il y a un effet volume, c'est-à-dire que moins il y a de commandes, et il y en a eu moins depuis le confinement, moins il y a de factures, moins il y a de retard de paiement, ce qui nous laisse à penser aussi qu'avec la reprise que nous espérons tous, on aura une reprise des médiations. Encore une fois, c'est pas une mauvaise chose de faire des médiations. Moi, je suis heureux que ce réflexe de dialogue soit arrivé dans les entreprises et qu'aujourd'hui, face à ces difficultés, elles se tournent vers le dialogue, qui, je dois dire, est accepté par les plus grands. Donc, on a aujourd'hui un taux d'acceptation très fort sur les médiations, ce qui nous permet de résoudre une grande partie des litiges qui nous sont proposés, en particulier sur les délais de paiement. Donc, en synthèse, afflux massif,
choc sur les trésoreries, tension extrêmement forte dans le monde économique, mais un réflexe médiation, un réflexe dialogue, une amélioration liée à plusieurs facteurs certainement sur ces dernières semaines. Un facteur peut-être parce que les gens ont recommencé à payer et c'est bien, et un deuxième facteur parce que malheureusement l'activité s'est atténuée, donc il y a eu moins de litiges. Mais en tout état de cause, on reste vigilant, on reste là et à la disposition de toutes les entreprises pour tous les sujets que j'ai pu évoquer. Voilà en quelques mots, mon cher Jérôme. Merci beaucoup, Pierre. En tout cas, oui, je souligne l'action très importante de la médiation des entreprises. Je rappelle que c'est une intervention qui est gratuite et que le travail est fait vraiment est remarquable. Donc, il ne faut pas hésiter à saisir le médiateur des entreprises. Alors, mon cher Thierry, on est très impatient d'avoir un retour sur la situation actuelle. On entend beaucoup de choses et l'étude régulière que tu mènes est d'un grand intérêt. Donc, je te laisse la présenter. Merci Jérôme et bonjour à tous. Premier point d'abord, évidemment, tout ce que Pierre dit d'habitude est très juste et cette fois encore, on sent bien l'homme de terrain qui fait tout ce qu'il faut pour faire en sorte à ce que le business soit fluidifié. Et il le fallait parce que naturellement, les choses ont été compliquées. Alors les chiffres, il faut quand même les donner parce que ce qui ne se mesure pas n'existe pas, dit-on. Alors je vous propose de commencer par quelque chose qui en général fait très mal, c'est celui de la défaillance, plus vulgairement de la faillite. Et regardons ce que nous avons lu sur la période Covid versus ce que nous pouvions voir les périodes précédentes. D'abord, le signal qui est évidemment attendu, c'est quand on a une décroissance aussi violente, Pierre parlait de tsunami à l'instant, nous attendons évidemment à un nombre important de défaillances. Or, grâce à tous les aménagements, tous les dispositifs qui ont été proposés par les pouvoirs publics, nous sommes sur la fin du mois de juin, sur 12 mois glissés, à n'avoir que 39 000 défaillances. Alors 39 000, évidemment, c'est toujours trop, bien évidemment, pour les salariés, les entreprises et leurs dirigeants. Il demeure que ce chiffre, c'est le chiffre le plus bas que nous ayons repéré depuis 30 ans. Nous étions en 1989 à 40 000 défaillances. Ça montre bien que les actions qui ont été entreprises ont été concluantes, puisque nous aurions dû avoir sur la même période, évidemment, 13 ou 15 000 faillites de plus dans une période normale. Dans une période de tsunami, évidemment, on aurait pu avoir 2 fois plus de défaillances. Donc, apprécions cela parce que gardons en tête que chaque entreprise qui tombe, au-delà, évidemment, des efforts qu'il convient de faire pour les dirigeants, pour les collaborateurs, pour tenter de remettre l'entreprise à flot, beaucoup, malheureusement, 90% seront liquidés. Et ces liquidations conduisent à mesurer qu'une faillite, c'est 4 emplois menacés. Donc, autant d'entreprises préservées, c'est autant d'emplois préservés. Au-delà de ces défaillances, le deuxième indicateur que nous repérons, c'est celui des paiements. J'avais après, mais je l'avais oublié, sur un détail concernant, ou une précision plutôt concernant les procédures de redressement et de liquidation judiciaire. Donc, quelle que soit la taille de l'entreprise, on a un recul. Ce recul est d'environ 40% sur les 8 premiers mois de l'année 2020 versus les 8 premiers mois que nous avions l'année précédente. C'est vrai, quelle que soit la taille, c'est aussi un chiffre que nous retrouvons sur à peu près tous les secteurs, toutes les régions. Donc, on est sur quelque chose qui traduit bien le fait que le dispositif a fonctionné à plein pour tous. Toutefois, restons attentifs au fait que nous observons une fragilité des PME et des ETI. Certes, il y en a moins, au moins s'agissant des PME, que l'année précédente, sur les 8 premiers mois. Il demeure quand même que nous sommes aujourd'hui sur des chiffres supérieurs à ceux que nous avions en 2017, dont, je le rappelle, c'était une année de forte croissance, la plus forte croissance depuis 10 ans, donc très belle année. Nous étions sur 146 défaillances de 50 à 250 et 17 ETI, donc il y avait quand même des défauts. Et ben, il y en a encore plus aujourd'hui en dépit de tous les dispositifs qui ont été accordés.
Donc soyons attentifs, parce que ce sont des entreprises, évidemment, qui, parce qu'elles tombent, sont des entreprises qui mettent en souffrance naturellement les sous-traitants et l'écosystème avec lequel ils travaillent. Donc des chiffres plutôt globalement satisfaisants, puisque nous avons 20 000 défaillances sur les 8 premiers mois. C'est 13 000 de moins par rapport aux 8 premiers mois de l'année précédente. C'est 45 000 emplois préservés. Donc autant de situations qui n'auraient pas, sur lesquelles nous n'aurions pas parié, évidemment, au tout début de la crise. Dernière slide, pour rester dans le timing d'un premier quart d'heure, une slide relative au comportement de paiement et au retard de paiement. Alors peut-être que c'est pas toujours très visible, donc la courbe commence par le début de l'année 1995. Nous sommes là à 19 jours de retard. Pour nous souvenir quand même que la situation n'a pas toujours été facile, 19 jours de retard en 95, ces 19 jours étaient naturellement à rajouter à des délais de règlement qui n'étaient pas, comme c'est le cas aujourd'hui, de 45 jours. On est sur une situation très délicate qui a conduit évidemment à devoir mettre en place des efforts, des réflexions sur 2002, deuxième pic à 19 jours. Et à partir de là, il a fallu changer de culture. Et les cultures ont été modifiées au fil du temps, notamment par la mise en place de la LME. Et on a vu que ça a été plutôt profitable. Puis pendant toute la période de crise financière de 2008, nous sommes restés sur globalement 12 jours de retard de paiement. Donc la crise était violente à l'époque aussi, moins qu'aujourd'hui, très différente dans sa nature, mais nous avions tenu 12 jours. Nous avions ensuite dérapé à nouveau, après les problématiques de crise budgétaire en Europe en particulier, et nous avions malheureusement vu les retards de paiement remonter aux environs de 14 jours. Puis, enfin, nous espérions pouvoir tenir ce qui avait été historique en début d'année 2018, être capable de tomber sous les 11 jours de retard de paiement. Ça n'a malheureusement pas duré très longtemps, mais pendant toute la période Covid, les retards se sont finalement mieux tenus que nous pouvions le craindre. Pierre a rappelé quelles étaient les tensions, la médiation a évidemment beaucoup aidé, la médiation du crédit naturellement aussi. Les deux médiateurs ont fait des efforts remarquables pour tordre le cou aux mauvaises initiatives qui se faisaient jour au début du Covid. Et dans le cadre du comité de crise, tout a été mis en place pour que les délits, les mauvaises actions n'aillent pas plus loin. Malheureusement, la situation n'a pu être tenue par la suite parce que l'activité a redémarré, fort heureusement, tardivement, puisque après le confinement, et ce redémarrage naturellement a été gourmand en VFR. Et les entreprises, notamment celles qui ont obtenu un PGE, ont plutôt cherché à ne pas l'utiliser tout de suite, ce PGE. Certaines, d'ailleurs, ne l'ont toujours pas utilisé aujourd'hui. C'est une épargne de précaution au cas où la situation se dégrade fondamentalement. Et s'agissant des TPE qui sont en particulier sur le commerce, sur la restauration, sur les services à la personne, ce sont celles sur lesquelles nous avons le plus grand nombre de retards de paiement observés aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Et naturellement, nous avons une situation qui reste très tendue parce que l'activité est également irrégulière. Et donc, il faut naturellement payer. Pierre a rappelé qu'il y avait des retards, enfin des factures qui étaient en retard depuis longtemps. Il s'agit naturellement de les régler et de les régler au moment où l'activité, elle est encore suffisamment incertaine pour que l'entreprise puisse décider d'utiliser plus fondamentalement les dispositifs publics du type de PGE, mais d'autres avantages pour pouvoir soulager cette trésorerie. Donc le chiffre qui finit, le T2 est au-delà de 13 jours, un peu au-dessus. Donc évidemment, c'est un chiffre décevant, mais nous aurions pu être bien au-delà, compte tenu du tsunami, pour reprendre l'expression de Pierre. Nous pouvions évidemment être inquiets et craindre que les retards de paiement soient bien au-delà. Donc finalement, en conclusion, notamment grâce à tout le travail qui a été fait par le comité de crise et les efforts de conviction qui ont été nécessaires à mettre en place, les retards de paiement ont été plutôt tenus. Et ce que je propose pour terminer, c'est penser que
comme le disait Pierre, l'avenir se prépare. Et se préparer, ça veut dire notamment savoir que nous allons avoir besoin de trésorerie pour passer le cap et que cette trésorerie, il faut aussi qu'elle se mette en place grâce à l'effort de tous. Donc à la fois, évidemment, les collectivités, le secteur public qui relancent des appels d'offres qui soient à la hauteur de ce que les entreprises de petite taille puissent attendre. Évidemment, le plan de relance va être de nature à porter l'activité de par exemple, le secteur de la construction, mais il faut aussi que les grands acteurs commettent aucune erreur et sachent qu'il est important de tenir aussi l'économie en payant à l'heure les TPE avec lesquels elles travaillent. Merci beaucoup Thierry de cet éclairage extrêmement important et comme toujours passionnant à travers ton analyse. Nous allons passer maintenant au sujet de ce webinaire, trésorerie, respect des délais de paiement. Et nous avons la chance de recevoir donc Laurent Playez, directeur, je le rappelle, B2B France d'American Express, et Éric Turbo, directeur général délégué au commerce de BNP Paribas Factor. Alors, Laurent et Éric, pouvez-vous présenter rapidement vos activités et le contexte de vos entreprises? Alors, je crois que c'est moi qui commence. Merci Jérôme. Bonjour à toutes et tous. Alors, présenter notre activité, tout d'abord, je souhaite présenter BNP Paribas Factor, qui est un des leaders en France du marché de la facturage, avec un peu plus de 53 milliards d'euros de factures achetées en 2019. BNP Paribas Factor fait partie du réseau BNP Paribas Factoring, qui est le leader européen de la facturage, avec une quinzaine d'implantations pays à travers l'Europe. Alors, la facturage, c'est un métier qui, bien sûr, n'est pas nouveau, mais on a régulièrement des questions sur ce qu'est réellement la facturage. Alors, très rapidement, parce qu'on aura l'occasion de revenir dessus plus tard, la facturage, c'est à minima 3 services. 1, le financement des factures. 2, la garantie des impayés. 3, la relance, le recouvrement et la gestion des encaissements. Donc, c'est un service qui s'adresse à toutes les entreprises, toutes les tailles d'entreprise, quel que soit leur stade de développement. Et ça nous permet, nous, en tant que Factor, d'intervenir sur le poste client, mais aussi sur le poste fournisseur. Alors, l'actualité, maintenant, pour répondre précisément à votre question, Jérôme, l'actualité de la facturage, du secteur de la facturage dans ce moment de crise. J'ai l'habitude de dire que nous finançons l'économie réelle. Je crois que là, on a la démonstration, en complément de ce que Pierre et Thierry ont dit, on a la démonstration que ce métier finance l'économie réelle, puisque au cours du deuxième trimestre, sur l'ensemble du deuxième trimestre 2020, l'activité de la facturage sur l'ensemble des facteurs français a baissé de 23%. Ce sont des chiffres qui sont communiqués et consolidés par l'ASF, a baissé de 23%. Donc je pense que ça traduit réellement l'arrêt brutal, le choc brutal que nous avons eu sur l'économie, dans un marché qui était un marché habituellement en forte dynamique. J'ai eu l'occasion, et certains de mes confrères aussi, l'occasion de commenter ça à d'autres occasions. C'est un marché qui est dynamique puisque c'est un marché qui progressait de 10% chaque année depuis un certain nombre de temps. C'est 40 000 entreprises qui sont équipées de contrats d'affacturage. Et donc, vous l'avez compris, la facturage, c'est un lien indirect avec l'activité, avec l'exploitation des entreprises. Laurent? Oui, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, Laurent Playez, je dirige l'organisation B2B d'American Express en France. Donc, American Express, rapidement, c'est une institution financière présente dans 200 pays. Elle a la particularité donc d'intervenir sur l'ensemble du processus. On y reviendra tout à l'heure. C'est un élément extrêmement important puisqu'on intervient à la fois sur l'ensemble des acteurs finalement du processus de paiement, puisque nous avons des relations directes avec tous ces acteurs, qu'ils soient fournisseurs, qu'ils soient clients. Donc, nous émettons nous-mêmes les cartes, pour faire simple, et les solutions de paiement, et nous chargeons nous-mêmes de développer le réseau. Ce qui nous donne finalement beaucoup de flexibilité, beaucoup de contrôle dans la manière dont on peut opérer finalement le développement de ces réseaux. On a 70, focusons sur la France, nous avons 70 ans de relations avec les entreprises françaises de tous segments,
on a une licence d'institution de paiement en France. Donc, historiquement, vous nous connaissez certainement au travers des solutions dédiées au voyage d'affaires, évidemment, mais on voit aujourd'hui, finalement, depuis plusieurs années, se développer, finalement, l'utilisation des solutions de paiement pour des achats stratégiques. Et c'est en cela, d'ailleurs, qu'on avait, à cette époque, commencé le partenariat, la relation avec les assises des délais de paiement, parce qu'on considérait qu'on avait évidemment un rôle et une voix à porter sur le marché, puisqu'on peut avoir une influence et finalement apporter de la vertu, et on le verra tout à l'heure, dans finalement la relation client-fournisseur et la façon dont on peut permettre à un client de régler de manière plus efficace ses fournisseurs, de garantir le paiement tout en bénéficiant, lui, finalement, de décalage, de report de règlement vis-à-vis d'Amex. Donc, on a des équipes dédiées à cette activité en France sur tous les segments, je le disais, de la TPE en passant par la PME, le TI, mais aussi les grands groupes internationaux, des équipes d'experts qui sont vraiment dédiés par segment et qui ne font que cela. Donc, ils sont vraiment dédiés à cette activité et ils permettent de la développer. Donc, Eric l'a dit, la crise a été difficile en termes de chiffres. Évidemment, on a vu, notamment dans le voyage d'affaires, des chiffres s'écrouler. Donc, tous les chiffres de marché, finalement, sont ceux qui sont assez, finalement, en ligne avec ceux que nous avons, nous. Ce qui est important de noter, c'est que pendant cette période de Covid, on s'est, nous, donc, mobilisés autour de nos clients. C'était ça l'objectif numéro 1. Donc, l'ensemble de nos équipes ont agi de manière proactive vis-à-vis des entreprises. Donc, on n'a pas eu une réaction juste à la situation, on a été proactif et on a mis des programmes de protection de clients en place avec des extensions de règlement vis-à-vis de ces clients pour leur permettre d'avoir un peu de souplesse dans cette période difficile. Voilà. Donc, pour le reste, maintenant, l'idée, c'est de parler de la relance et on va couvrir ce point par la suite au travers des différentes questions. Merci. Tout à fait. Merci déjà de cette présentation rapide. Alors, quels sont, selon vous, les principaux enjeux des entreprises en cette période de relance économique? Alors, les principaux enjeux des entreprises en cette période économique, c'est clairement la trésorerie et l'augmentation du BFR qui est générée par la reprise. Et ça, c'est vraiment très important pour elle et pour la reprise qu'on a souligné tout à l'heure avec Pierre et Thierry. Chez BNP Paribas, on a diffusé sur la période un petit peu plus de 65 000 PGE. Donc 65 000 entreprises qui ont été accompagnées par un PGE. Ce PGE et ces PGE ont permis aux entreprises de faire face au plus pressé pendant la crise pour un grand nombre d'entre elles et au plein cœur de la crise de pouvoir financer, payer leurs différentes échéances, les différents salaires et donc parer, comme je le disais, au plus pressé. Nous sommes maintenant dans une période de reprise. Cette période de reprise, si elle n'est pas encore ultra dynamique et assez linéaire, pour autant elle existe, on le voit dans les chiffres du mois de juin, du mois de juillet et du mois d'août en termes de facturation. C'est donc ici l'enjeu principal des entreprises, c'est d'être capable de financer leur BFR. Financer le BFR, pourquoi? Parce que les commandes reviennent, l'activité revient, il faut relancer les machines, il faut relancer les achats de matières premières, donc mathématiquement ce BFR augmente. Donc c'est là où il y a un décalage de trésorerie entre, bien évidemment, les achats nécessaires, les engagements de fonds nécessaires et puis le paiement des factures. Et c'est là où la facturage est une des solutions primordiales, essentielles pour les entreprises et nos chefs d'entreprise. Car la facturage, ça va permettre à ces entreprises effectivement de financer leur BFR en cédant leurs factures et donc en ayant un apport de trésorerie en moyenne de 60 jours, mais ça va leur permettre, à côté éventuellement du PGE pour celles qui ont souscrit ce produit-là, de financer leur activité sans s'endetter plus. La facturage, ce n'est pas un produit d'endettement, c'est un produit alternatif de financement et c'est un produit qui, en quelque sorte, n'est pas à rembourser puisque c'est un produit qui s'appuie sur l'activité commerciale de l'entreprise et donc qui vient finalement en anticipation des flux liés à l'activité de l'entreprise. Voilà, donc en conclusion de cette question, Jérôme, je pense que je suis convaincu que la facturage est vraiment
une des très bonnes solutions pour les entreprises qui travaillent dans le B2B, donc qui facturent une autre entreprise. C'est une des très bonnes solutions qui permet de reconstituer sa trésorerie et de financer son cycle d'exploitation. Merci Eric. Laurent? En ce qui nous concerne, et j'ai terminé mon propos de la sorte, en vous parlant de la relance et en vous parlant du fait que nous étions très très proches finalement de nos clients. Donc, ce qui nous caractérise, c'est d'être à l'écoute du marché. Donc, au-delà d'être à l'écoute des éminents spécialistes autour de la table, puisque j'ai pas mal d'échanges avec eux, parce que c'est très important dans cette période d'être très connecté finalement à un certain nombre d'acteurs. Et j'y reviendrai tout à l'heure, c'est un élément pour nous fondamental de jouer aussi cette complémentarité des acteurs de marché et non pas de jouer une partition isolée, mais de jouer une partition collective ce sujet. Et de ce point de vue, évidemment, au quotidien, c'est l'écoute de nos clients. Il y a deux principaux éléments qui ressortent finalement des échanges que l'on peut avoir. C'est évidemment celui qu'a évoqué Eric, qui est la trésorerie, parce qu'évidemment, en tant que solution de paiement, on est très sollicité sur ce sujet, parce que si vous intervenez sur le règlement fournisseur et que vous amenez à l'équation de règlement jusqu'à 58 jours de décalage de paiement du fournisseur, vous intéressez fortement ce client, puisque si vous intervenez sur ces achats stratégiques, quelle que soit la taille de l'entreprise, qu'elle soit ETI ou qu'elle soit TPE, vous commencez à avoir une résonance auprès de sa trésorerie. Nos études montraient avant la crise que 79% des entreprises considéraient la trésorerie comme un indicateur, l'un des indicateurs prioritaires. Cette crise n'a fait qu'accentuer cette tendance. Thierry le disait tout à l'heure, c'est un élément cash is king, disait un certain nombre d'experts. C'est vraiment devenu aujourd'hui l'élément fondamental, l'élément important. Donc évidemment, on est à l'écoute des entreprises. Tout à l'heure, ça a été dit, il y a des activités qui peuvent être très variables, très différentes, et donc c'est là où il nous faut essayer de nous adapter au maximum, d'où le fait par nos équipes de pouvoir faire en sorte d'avoir un maximum d'écoute et de compréhension du modèle de l'entreprise pour voir de quelle manière on peut s'y adapter avec nos solutions, de façon à l'aider à reconstruire, et Eric l'a parfaitement expliqué, donc je ne vais pas le refaire, le modèle de l'entreprise au travers de son BFR, au travers finalement du paiement client, de l'équation paiement client, paiement fournisseur. Après, un autre élément qui me paraît aussi important de mentionner, on a évoqué tout à l'heure les retards des délais de paiement, c'est la relation interentreprise. Et moi, je vois un esprit plutôt positif sur ce sujet de la part des entreprises que l'on rencontre, c'est-à-dire que parfois c'est contraint, qu'ils sont obligés malheureusement de décaler les règlements, mais en fait, il y a une vraie volonté, et au travers de cette volonté, c'est comment on fait pour participer finalement à la reconstruction de ces relations interentreprises qui est nécessaire dans cette période où le client doit pouvoir continuer à avoir une relation, j'allais dire, vertueuse avec son fournisseur, et quelle solution il peut trouver pour maintenir finalement un délai de paiement dans les termes avec ce fournisseur, voire à l'anticiper. On verra tout à l'heure dans l'explication des relations. Et donc, ça, c'est un élément, selon moi, qui est essentiel. Et c'est pour ça que je voulais terminer par celui-là sur finalement les enjeux aujourd'hui. C'est réellement la relation interentreprise. Et on voit, pour terminer sur une note positive, quand même, un esprit positif, je le disais, et une certaine forme de confiance, une volonté. En tout cas, il y a une vraie volonté d'avancer de la part des entreprises, quelle que soit leur taille, et il faut donc être présent pour soutenir et les accompagner sur ces sujets. Merci beaucoup, c'est assez clair. Alors, maintenant, on va passer aux solutions, bien sûr. Quelles sont les solutions dont vous disposez pour répondre aux besoins actuels des entreprises et à quel type d'entreprise? Alors, les solutions, elles sont multiples. Avant ça, ce que je voudrais ressouligner, c'est la modernité effectivement des solutions qu'on propose, des solutions d'affacturage, et la complémentarité que l'on a entre les solutions qui sont sur le poste client et les solutions qui sont sur le poste fournisseur, l'ensemble apportant effectivement, et Laurent le disait tout à l'heure, un gain en termes de trésorerie pour les entreprises. Donc l'affacturage, solution moderne, c'est une solution qui est souple, c'est une solution qui est agile, c'est une solution qui est systématiquement dimensionnée en fonction de la taille et des caractéristiques de l'entreprise. Quelle que soit la taille de l'entreprise, nous, chez BNP Paribas Factor, on a des solutions adaptées qui vont permettre effectivement d'apporter à minima, je le disais en introduction et je vais un petit peu le redévelopper maintenant, trois services principaux. Le premier,
c'est le financement. Donc là, on est au cœur de notre sujet de trésorerie, puisque avoir un contrat d'affacturage, c'est avoir la possibilité de céder sa facture dès l'émission de celle-ci et d'être financé dans la journée. Et donc ça, c'est exceptionnel et il n'y a pas beaucoup d'autres métiers qui permettent d'apporter cet apport de trésorerie comme ça. Le deuxième avantage, c'est la garantie contre le risque d'insolvabilité. Et la garantie contre le risque d'insolvabilité, c'est le moyen d'être adossé à une assurance crédit, puisque affacturage et assurance crédit sont deux métiers qui sont liés, deux activités qui sont liées, et cette garantie va vous permettre de développer votre business sans vous soucier, entre guillemets, de la solvabilité de vos clients. Je pense que tout le monde sera ici d'accord sur le fait que ce point-là, en ce moment, est particulièrement important, puisque déjà, on a vu dans les chiffres de Thierry sur les délais de paiement que c'était un petit peu plus difficile en cette période de crise pour se faire payer. Si en plus de ça, il y a des défauts de paiement des clients, ça devient effectivement encore plus problématique. Donc, l'affacturage lié à un contrat d'assurance crédit qui peut être soit celui de l'entreprise, soit celui de l'affactureur, va être une bonne réponse à ça, notamment en cette période. La dernière chose, c'est la relance et le recouvrement. La relance et le recouvrement, on sait tous que cette relance-recouvrement, c'est pas toujours la chose la plus simple, la plus agréable, la plus facile à faire avec une entreprise avec laquelle on est en affaires. Confier cette relance et ce recouvrement à un affactureur, c'est confier cette relance à un professionnel de cette activité avec régulièrement des taux d'efficacité qui sont meilleurs. Et puis donc, c'est quand même le meilleur moyen pour l'entreprise de se concentrer sur son cœur d'activité, qui est de faire du business avec l'entreprise. Voilà, donc résumer rapidement les principaux services de l'affacturage. Ces principaux services, comme je le disais, sont ces solutions dans son ensemble, dans leur ensemble, sont disponibles pour toutes les tailles d'entreprise et en tant que telles apportent un vrai support, une vraie aide à la reprise. Alors là, on a aussi un nouveau produit qui va fonctionner pendant un délai très bref. Et il faudra en dire quand même un mot parce que c'était très important pour ceux qui nous écoutent. C'est la solution de financement du bon de commande. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous résumer comment ça va se passer et sur quel temps, puisque le temps va être très bref. Tout à fait, le temps est très bref. Alors, le financement des bons de commande, effectivement, c'est une nouveauté, puisque c'est un produit qui vient d'être lancé en début de mois. C'est un produit dont l'initiative revient à la profession de l'affacturage et de l'ASF, qui, au cours du printemps, a proposé au cabinet Bruno Le Maire ce produit. Donc, un gros travail a été effectué entre les différents acteurs tout au long de l'été pour être en mesure de proposer ce produit de financement de commande aux entreprises françaises dans le cadre de la reprise. Je souligne que c'est un produit qui est soutenu par le plan de relance de l'État, et c'est un produit qui rentre dans l'enveloppe du PGE et l'enveloppe des 300 milliards octroyés sur le PGE. Comment ça se passe concrètement? Une entreprise établit donc une commande pour un client commande qui est acceptée, qui est ferme et irrévocable, et donc cède sa commande auprès de son facteur. La cession de cette commande permet de la financer, donc elle est financée directement dans la journée. Et ensuite, puisque ce contrat de financement de commande est obligatoirement lié à un contrat d'affacturage, eh bien, ça permet donc de financer la facture dès lors qu'elle est émise. Donc, l'avantage et l'apport de trésorerie pour les entreprises qui vont souscrire ce double contrat financement de commande à facturage, c'est une centaine de jours en moyenne de trésorerie. C'est 45 jours en moyenne sur le bon de commande,
et 60 jours en moyenne sur la facture. Donc vous voyez qu'au total, c'est une centaine de jours d'apport de trésorerie, de financement du BFR et donc de new cash, si vous me permettez l'expression, de new cash injecté dans les entreprises et dans l'économie. En termes de délai, j'avais oublié de répondre à cette partie de votre question. Donc c'est un produit qui est lancé depuis donc, le mois de septembre, qui est valable jusqu'au 31 décembre, donc qui rentre vraiment dans la fenêtre de tir du plan de relance, jusqu'au 31 décembre, donc pour des commandes qui sont passées jusqu'au 31 décembre et qui pourront être débouclées jusqu'au 30 juin 2021 maximum. Très bien. Bah, écoutez, merci. C'était une information quand même importante à communiquer. Laurent. Oui, donc j'ai commencé à l'évoquer. Donc nous sommes. Je suis allé trop vite. Nous sommes une solution de paiement et en tant que solution de paiement, vous allez voir que finalement, la simplicité s'impose dans le mode de fonctionnement et c'est parfois presque difficile à expliquer finalement la simplicité de cette solution. Et j'ai pris là une des illustrations qu'on peut avoir avec l'une de nos plateformes. Mais c'est très simple, c'est un couple avec un client, un fournisseur, et vous connaissez tout cela finalement, que ce soit à titre privé ou à titre professionnel. C'est juste là, finalement, on a à utiliser des actifs finalement d'une solution de paiement que l'on met au service des entreprises pour traiter leurs achats stratégiques, d'accord? Mais l'équation est toujours la même, c'est que vous avez un client qui dispose d'une solution, il propose à son fournisseur de régler avec cette solution, le fournisseur est payé immédiatement ou à quelques jours, là dans cet exemple c'est J+2, et le client va bénéficier jusqu'à 58 jours pour nous régler, d'accord? Donc cette équation est au centre du modèle parce que finalement elle va venir être très en complément avec ce que vient de dire Eric sur la partie poste client, puisque finalement là on va intervenir sur le poste fournisseur de l'entreprise qui, il faut le reconnaître en France, on manque encore un peu de maturité. On le voit par les expériences diverses et variées finalement du reverse factoring, de la facturage inversé. On va intervenir dans un modèle équivalent, sauf qu'on n'est qu'une solution de paiement finalement. Donc il n'y a aucun changement dans la relation fournisseur, il n'y a absolument pas de changement de contrat de ce fournisseur, il va juste être réglé, garanti d'être payé par Amex, en tout cas à terme, au moment où le client l'ordonne. Donc ça, finalement, c'est un point extrêmement important, si vous voulez, dans cet élément de simplicité et dans cet élément de flexibilité pour l'entreprise. C'est-à-dire que le client va disposer d'une solution qu'il pourra ou pas utiliser selon son besoin, et on l'a évoqué notamment, et son besoin par exemple de flexibilité avec sa trésorerie, il va pouvoir jouer avec ses 58 jours, c'est-à-dire dans l'équation, et on a quelques exemples après qu'on vous donnera des illustrations, on peut avancer un délai de paiement fournisseur, d'accord, pour peut-être ou utiliser des escomptes s'il y en a, ou juste pour apporter finalement une souplesse de trésorerie à son fournisseur, ou juste payer à terme et avoir les 58 jours supplémentaires et bénéficier en tant qu'entreprise finalement d'une souplesse sur sa trésorerie. Donc ça fonctionne avec l'ensemble des entreprises de l'équation que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que la TPE va fonctionner avec des solutions très basiques sur ce sujet, et plus on va monter, PME, ETI et grands groupes, on va avoir des solutions de plus en plus sophistiquées qui vont permettre à l'entreprise de pouvoir en fait adresser ses besoins. Et je vous ai dressé ici quelques bénéfices finalement de cette solution. Vous voyez, donc c'est une solution adaptée aux entreprises, d'accord? Donc on va en fait mettre une solution qui techniquement va répondre aux besoins de l'entreprise et à son scope. Règlement des fournisseurs stratégiques, ça c'est peut-être quelque chose que vous n'aviez pas en tête, c'est-à-dire qu'une solution de paiement peut aller jusqu'à cette équation. Maintenant, pourquoi on peut le faire? C'est parce qu'on maîtrise l'ensemble finalement des acteurs, c'est-à-dire qu'on est capable à la demande d'une entreprise de lui créer le réseau de fournisseurs qui lui convient et de convaincre et de travailler avec les fournisseurs à l'acceptation finalement du moyen de paiement pour son client. Et donc on peut faire vraiment un programme à la carte. L'impact trésorerie jusqu'à 58 jours. Selon comment vous utilisez la solution, il peut aller jusqu'à 58 jours. Mais on sait qu'en moyenne, par exemple, dans les TPE, l'impact trésorerie est plutôt de 43 jours, d'accord, parce qu'ils utilisent à divers moments du mois, finalement, la solution. J'aime à dire la sécurisation du règlement du délai fournisseur. Et ça, c'est important parce que finalement, aujourd'hui, c'est un élément fondamental. Et encore une fois, très souvent, et c'est pas un artifice de communication, c'est une des motivations
des entreprises, et ça c'est plutôt bien de l'entendre dans cette assemblée, de dire ça va me permettre grâce à votre solution de ne pas impacter ma trésorerie, mais surtout de m'assurer que je paye à terme mes fournisseurs parce que c'est ma volonté. Donc ça peut être des grands groupes qui vont payer des fournisseurs plutôt PME, puisque nous on va venir en complément de solutions existantes. Évidemment, vous l'avez compris, on n'a pas vocation à remplacer ce que fait la banque via ses lignes de crédit et via l'ensemble de son dispositif de cash management. On va être une solution complémentaire à la carte qui va venir se positionner autour du sujet. Paiements internationaux multimonnaies, on a des solutions qui adressent là, et là, ça donne encore une dimension plus importante à l'équation, puisque on sait que, on l'a vu notamment avec la crise, que parfois le fait de s'appuyer sur certains fournisseurs, certaines entreprises souhaitaient étendre leur champ de fournisseurs à l'international, mais avec le peu d'expérience qu'elles avaient sur certains pays très compliqués à adresser, on avait la possibilité, nous, de pouvoir les aider et très vite mettre une solution en place sur un pays avec toujours les mêmes équations ou d'anticipation du règlement du fournisseur ou grâce aux 58 jours, le fait de bénéficier de ces 58 jours en termes de trésorerie. Donc, vous voyez, c'est ce que j'ai mis en conclusion. C'est l'un des objectifs, c'est une relation optimisée finalement entre l'entreprise et son fournisseur. Et c'est pas le seul dispositif qui existe sur le marché. C'est aussi pour ça que on cohabite, on aime cohabiter avec BNP. On a beaucoup de sujets ensemble, mais avec d'autres aussi acteurs, parce que je pense qu'il y a une vraie cohabitation des acteurs et les entreprises doivent regarder l'ensemble des solutions à leur disposition. Et je pense que c'est ça qui est vraiment important dans cette relance, c'est de pouvoir s'assurer finalement que on peut avoir un nombre de solutions importantes qui vont répondre à certaines séquences ou à certains besoins que vous pouvez avoir dans l'entreprise à un moment donné. Et donc, cette flexibilité d'utilisation, je le disais tout à l'heure, simplicité, flexibilité, agilité, est un élément fondamental qui permet à l'entreprise d'avoir à sa disposition finalement des solutions qui peuvent lui permettre d'adresser la relance d'abord, mais aussi les situations peut-être un peu de tension de cash qui ont été évoquées en introduction. Alors, pour rester très interactif avec les gens qui nous écoutent, on a déjà 3 questions qui sont intéressantes, qui mériteraient une réponse. Alors déjà, une pour Eric. Rappeler que c'est le contrat d'affacturage a forcément un coût, mais ce coût est compensé par des économies de frais financiers, une meilleure trésorerie, etc. Comment vous pouvez répondre à cette question là? Je rappelle la question. Sécuriser sa trésorerie en prenant un contrat d'affacturage et un contrat d'assurance crédit ne revient-il pas à rogner sur sa marge? Alors, je pense que là, la meilleure solution, c'est de remonter un petit peu plus en amont. Donc, le coût du contrat d'affacturage et le coût de l'assurance crédit, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut intégrer dans son prix de revient et intégrer dans son modèle économique. Moi, j'ai un exemple que je peux citer. C'est une entreprise qui s'appelle l'Atelier du Cuir, qui a intégré complètement son coût de contrat d'affacturage dans son prix de revient et maintenant finance sa croissance et sa dynamique commerciale de cette façon-là. Donc oui, ça a un coût, bien sûr, c'est logique, mais c'est quelque chose qui doit être intégré. Merci. Alors, une question pour Laurent. Pourquoi le différé est limité à 58 jours? Parce que je vais vous faire une réponse extrêmement simple, c'est parce qu'en fait le dispositif fonctionne comme cela aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a été conçu comme cela. Est-ce qu'on regarde d'autres options? La réponse est oui. Est-ce qu'il y a d'autres options qui vont apparaître? Je ne peux pas répondre à cette question précisément aujourd'hui, évidemment. Mais en tout cas, c'est vrai que ces 58 jours correspondent à un besoin, on va dire, qui est assez universel finalement. Donc, qui correspond à une demande du marché finalement à laquelle on répond, et qui correspond à l'ensemble des entreprises. Après, est-ce qu'il peut y avoir d'autres options qui pourraient apparaître dans le futur? Pourquoi pas? En tout cas, c'est quelque chose qu'on regarde, mais qui sera toujours fonction du besoin des entreprises. Et aujourd'hui, cette solution et ces délais répondent aux besoins des entreprises, j'allais dire dans leur majorité. Voilà. Merci. Et puis alors, une dernière question pour Pierre. On nous demande, à juste titre, de parler aussi de l'affacturage inversé collaboratif. Oui, merci à Louison pour cette question, je précise. Ça a été effleuré par nos deux interlocuteurs, mais l'affacturage inversé, c'est une des réponses à une question qui a été posée, c'est-à-dire ça coûte.
l'affacturage, ça coûte. Pourquoi ça coûte? Une des raisons du coût, et je parle sous le contrôle de nos experts, c'est qu'il y a un risque et qu'il faut couvrir ce risque. Et quand l'affacturage porte sur une petite entreprise, il y a un risque élevé. En revanche, si le risque porte sur la grande entreprise cliente, le risque est beaucoup plus faible, donc le coût est beaucoup plus faible. Donc l'idée de l'affacturage inversé, ça part de ça. C'est-à-dire que la facture est envoyée par le petit vers le grand, hein, je schématise, et c'est le grand qui dit « oui, j'accepte cette facture, je la reconnais et je la paierai à échéance ». Cette information est envoyée au facteur, et donc du coup, le facteur a un risque beaucoup plus faible, comme je le disais, et donc peut pratiquer un taux beaucoup plus bas. Tout ça est contractualisé, c'est-à-dire que dès le départ, le grand client met en place ce système d'affacturage inversé collaboratif avec son facteur, et ensuite donne la possibilité à toutes les petites entreprises fournisseurs d'en bénéficier de manière collaborative, c'est-à-dire au choix. Il n'y a pas d'obligation de financer sa facture. Ils le font une par une s'ils le veulent, par paquet s'ils le veulent, et au moment où ils le veulent, ça peut être au début, au milieu ou à la fin de la période de prépaiement. Donc toute cette souplesse donne un outil extrêmement performant à un taux extrêmement bas, et en plus crée une relation de collaboration forte entre les fournisseurs, le grand client et l'organisme financier. Et vous savez à quel point nous, en médiation, on tient à cette collaboration et à cet esprit de confiance qui se crée entre les acteurs économiques. Si en plus ça permet d'être du gagnant-gagnant-gagnant, ce qui est le cas pour l'affacturage inversé collaboratif, c'est merveilleux. Donc nous poussons, nous sommes même missionnés par Bruno Le Maire pour travailler là-dessus, et nos amis le savent puisqu'ils participent à ces travaux. Nous poussons à ce que cet outil se développe. Il y a quelques pionniers qui l'ont mis en place, comme EDF, comme l'UGAP et quelques autres. On cherche d'autres pionniers, et il y en a quelques-uns qui sont en train de monter en puissance, et on cherche ensuite à développer plus largement cet outil. J'en profite, puisque j'ai le micro, pour revenir, parce que pour moi c'est une avancée extraordinaire sur le financement des bons de commande. Vous avez déjà insisté là-dessus, mais pour moi c'est un vieux rêve qui prend réalité. Comme quoi la crise a aussi du bon, c'est que des choses qui ont toujours été impossibles, parce que ça fait des années qu'on en parle, deviennent en ce moment possibles. Pourquoi c'était impossible? On le sait, parce qu'il y a tout ce risque qui est aujourd'hui du coup couvert par l'État au travers du financement des bons de commande. Et du coup, à l'époque, nous on travaillait là-dessus, je m'en souviens, pour financer ce qu'on appelait la première commande. Hein, quand on avait une petite entreprise qui démarrait et qu'elle avait une première commande, elle avait du mal à avoir de la trésorerie pour la financer, donc ça bloquait ses premières commandes. Et à l'époque, on nous avait dit non, c'est désolé, c'est pas possible pour les banques de financer cette première commande. Aujourd'hui, on n'en est plus à la première commande, on en est à toutes les commandes, parce que les entreprises sont quasiment pour beaucoup au stade des entreprises qui démarrent, puisqu'elles ont un niveau de trésorerie à zéro. Et donc le financement de la commande, outil extraordinaire qui j'espère va connaître un succès extraordinaire, parce que si ça marche, j'espère qu'on va pouvoir suggérer que ça continue au-delà du 31 décembre. Donc Eric, je vois que tu hoches la tête de haut en bas. Moi je compte sur toi et tous nos amis pour bien promouvoir cet outil, à votre disposition pour le faire avec vous. Si on peut prouver qu'un outil comme ça fonctionne dans notre pays, je pense qu'on va aider notre pays et toutes nos entreprises à redémarrer et peut-être aller encore plus loin dans l'avenir. Merci Pierre. Alors, oui. Je me permets de rebondir parce que je vois une question qui est intéressante et qui permet de rebondir sur ce qu'évoquait Pierre précédemment sur le reverse factoring, parce que j'ai une question qui en fait est est-ce que finalement on est obligé de prévenir nos fournisseurs de l'utilisation de la solution, d'accord? Donc c'est important de préciser que je le disais tout à l'heure, dans l'équation très souvent finalement les deux acteurs sont mis à contribution dans la mise en place de la solution. Mais il existe, parce qu'effectivement, encore une fois, je l'évoquais juste précédemment, on essaie de coller au mieux aux besoins. On a aussi une solution pour les ETI, parce que c'était la demande de certaines, de pouvoir mettre en place la solution sans qu'il y ait obligatoirement une information du fournisseur. Donc, c'est totalement transparent, et notamment, ça marche beaucoup dans les solutions ça marche en France, mais ça peut aussi marcher à l'international, et ça marche beaucoup pour des clients qui ne veulent pas spécialement informer leur fournisseur à l'autre bout du monde qu'ils ont mis en place une solution. Pour le fournisseur, c'est totalement transparent. Il reçoit un règlement de la part d'American Express au lieu de recevoir de la banque X ou Y, et voilà, terminé. Et le fournisseur n'est pas spécialement informé parce que le client le souhaitait, et on le voit d'ailleurs à des programmes qui existent où le client veut garder une confidentialité sur les solutions qu'il met en place. Donc la réponse est oui, c'est possible, et c'est notamment adapté pour le segment ETI. Voilà. Merci. Alors deux questions pour rester interactif. Je vais les poser donc
donc à BNP Paribas Factor, pardon. La première question, est-ce que toutes les PME seront éligibles sur le financement du bon de commande évoqué? Et une autre question, est-ce que les petites entreprises du bâtiment pourront profiter des avances de bons de commande? Alors, merci pour cette question. Je vais commencer par répondre à la question d'Arnaud. Est-ce que les petites entreprises du bâtiment pourront profiter des avances de bons de commande? La réponse est pas si évidente que ça, pour être honnête. Mais vous savez, Arnaud, puisque nous avons un partenariat que j'ai eu le plaisir de signer avec votre président, avec le président de la CAPEB, un partenariat donc entre BNP Paribas Factor et la CAPEB en début d'année 2020, que les solutions que nous proposons permettent de financer les situations de travaux et donc constituent en tant que tel un apport assez intéressant pour les entreprises. Pour ce qui est du bon de commande, les avances du bon de commande, c'est quelque chose que je ne vous cache pas qui est encore à l'étude, puisque le produit est encore en cours de calibrage. Autre question donc qui était, est-ce que toutes les PME seront éligibles au financement du bon de commande? Alors, c'est bien évidemment des PME qui travaillent dans le B2B et il y a un certain nombre de conditions qui sont données pour effectivement financer ces bons de commande. Je ne vais pas rentrer dans le détail là parce que ça va être trop long. Moi, ce que je propose, c'est que on puisse soit prendre attache avec Fabrice qui pose la question ou que vous puissiez vous rapprocher de votre chargé d'affaires BNP Paribas ou autre si vous êtes chez un de nos confrères. Très bien. Alors, on a une autre question avant de passer à la dernière partie du webinaire. Question pour la BNP. Comment sera défini l'encours qui sera autorisé aux clients? Alors, j'imagine que cette question est relative au bon de commande, au financement du bon de commande. Pour nous, l'encours de financement sur les bons de commande fait partie de l'enveloppe d'encours autorisée sur le contrat d'affacturage. Ça forme un tout. D'accord, très bien. Écoutez, merci d'avoir répondu ces questions directes. Alors, on a une autre, on pourrait maintenant quand même passer à la dernière partie. J'aurais souhaité que vous puissiez nous donner des illustrations de cas d'entreprises que vous avez connus et dans lesquels vous avez installé les produits ou vous avez travaillé avec eux. Alors oui, alors moi j'ai une belle illustration et un beau témoignage d'un client qui nous a fait le plaisir il y a une semaine pile, puisque c'était mercredi dernier, d'être à nos côtés dans un webinaire organisé cette fois-ci pour les clients de BNP Paribas. C'est un dirigeant d'une PME créée en 2010 et qui a une PME d'une cinquantaine de collaborateurs. Il distribue des produits informatiques dans les GSA et les GSS avec un chiffre d'affaires aux alentours de 50 millions. Le modèle économique de cette entreprise, c'est d'acheter des produits, notamment sur des marchés asiatiques, puisqu'on est sur des produits, donc comme je disais, informatique, mobilité, trottinettes électriques et autres, et donc ensuite de les distribuer par l'intermédiaire de grands noms des GSA et GSS, Fnac, Darty, Carrefour, Co. Donc vous imaginez bien qu'ils ont un besoin en termes de BFR qui est extrêmement important entre le moment où ils commandent à leurs fournisseurs en Asie et le moment où ils refacturent à leurs clients. Donc, cette entreprise est dotée d'un contrat d'affacturage chez BNP Paribas Factor depuis de nombreuses années. Et là, je reprends les propos de ce dirigeant d'entreprise. Il facture le matin, il a le cash l'après-midi. Donc, la modernité aujourd'hui des circuits bancaires et des circuits d'affacturage nous permettent d'acheter une facture le jour même, le matin, et de financer. Et donc d'avoir l'argent sur le compte du client l'après-midi. Et ça, c'est pour lui le principal intérêt qu'il nous souligne avec, et c'était inscrit là dans le petit verbatim, avec pour lui une conviction qui est forte et que vous retrouverez dans le replay qui est disponible sur notre site internet, qui est que l'affacturage, bien sûr, mais on le répète à chaque fois, mais je crois que c'est important de tuer cet a priori, l'affacturage, c'est pas une solution que réservée aux entreprises en difficulté, mais bien sûr aussi aux entreprises qui sont en croissance.
Merci. Laurent, maintenant, rapidement, mon cher. Oui, donc rapidement, donc en complément de ce que mentionnait Eric, j'ai volontairement pris deux rapides exemples. Donc là, c'est un exemple d'une ETI qui est dans la fabrication d'équipements techniques, une entreprise à peu près 300 millions. Et j'avais commencé un peu à évoquer, vous voyez, ce profil d'entreprise. C'est une entreprise qui a démarré en France et en Europe, donc avec un certain nombre de fournisseurs qui sont plutôt des fournisseurs PME, d'accord. Donc elle a souhaité, et il y a à peu près une vingtaine de fournisseurs qui ont été sélectionnés par cette entreprise pour l'utilisation de la solution. D'accord. Et la valeur recherchée, c'était l'extension du délai de paiement. Donc, je paye à terme et effectivement, je bénéficie, moi, des 58 jours supplémentaires. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, donc, la solution, ils souhaitent la développer et la déployer en Asie. Et en Asie, selon les pays et selon les pratiques d'escompte qu'on peut trouver en Asie, ils actionnent ou l'escompte ou le délai de paiement. C'est-à-dire qu'on peut avoir généré du revenu, finalement, via la solution, en profitant d'un escompte qui est élevé dans certains pays. Et pour d'autres, par contre, maintenir, finalement, cette extension. Le programme marche bien, très bien, à tel point c'est que cette entreprise finalement va le déployer en Allemagne parce qu'elle a aussi évidemment une filiale en Allemagne, donc c'est une entreprise française. Voilà, donc ça c'est plutôt le premier exemple. Le deuxième, rapidement, parce que pour rester dans les temps, c'est totalement différent. Là, on est sur une TPE dans le secteur des services, d'accord, qui fait à peu près 2 millions de chiffre d'affaires. Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, cette société, comme beaucoup d'entre vous, était restée sur le fait que la solution Amex, je l'ai, c'est une solution business card, je l'utilise dans les restaurants, dans les dépenses courantes au quotidien, voilà. Et depuis, cette société a compris qu'elle pouvait aussi utiliser la solution pour le régler des fournisseurs stratégiques. Et vous allez comprendre finalement l'intérêt, puisque c'est assez récent finalement ce cas. Référencement web, bien sûr, les sociétés qui veulent reconstruire leur modèle et qui veulent reconstruire, qui veulent travailler sur leur relance, ont besoin d'exister. Pour exister, le référencement web, c'est un sujet important, mais finalement qui est très consommateur de cash. Donc, on a mis en place donc le règlement de ce fournisseur avec eux. Évidemment, donc ils bénéficient dans ce cas-là des 58 jours, puisqu'ils l'utilisent au maximum, et évidemment avec un impact très fort sur leur trésorerie. Vous voyez, donc c'est assez illustrant finalement des pratiques très variées qui sont très complémentaires de ce qu'a expliqué Eric, qu'il peut y avoir sur le marché, mais je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est la variété des utilisations et des variétés des solutions sur le marché aujourd'hui qui sont là pour aider finalement les entreprises dans cette phase importante de relance et de reconstruction finalement de leur modèle. Merci Laurent. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. En tout cas, un grand merci aux participants. Merci beaucoup Eric, Laurent, Pierre et Thierry de cette participation et de ces échanges. Un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis et on vous donne bien sûr rendez-vous au prochain webinaire qui va très bientôt arriver, qu'il soit institutionnel ou partenaire. S'agissant des assises des paiements. Merci à tous, à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir, merci à tous.